Bonjour, je suis Ida Techer, voici Luc Bricot et nous sommes les réalisateurs de Cœur de Rocker. Enchanté. C'est l'histoire d'une rockeuse un peu à la ramasse, hein, qui va prendre en main une bande de gens âgés un peu désespérés et en faire et tous faire ce trajet pour vivre ensemble une aventure formidable qui fait que tous s'épanouissent. Voilà. Je sortais de pas mal de projets sur des enfants malades, etc., des drames. Donc, j'ai été un peu affectée, je dois te dire, parce que l'écriture, ça affecte. Et j'avais envie de quelque chose de joyeux et j'avais vu ça passer, mais sans vraiment m'y arrêter. Et puis, il est arrivé quelque chose dans ma famille, c'est-à-dire que j'avais ma maman qui n'était pas bien et qui a intégré une chorale et qui, tout à coup, s'est mis à rayonner de nouveau. Et là, j'ai trouvé, ça m'a tellement marqué que je suis repartie fouiller dans mes petits papiers, dans mes archives, et je me suis dit, mais c'est ça qu'on doit faire. Et on était exactement à une période où je pense qu'il est important de parler du projet commun, que les gens fassent des choses ensemble et le résultat et l'épanouissement que ça peut apporter dans notre société individualiste. Voilà. Et donc, j'ai cherché, j'ai vu qu'il existait un bouquin avec un bouquin de témoignages. Tout de suite, au début, je devais le faire en télé. Et ensuite, on a discuté avec la productrice de télé. On s'est dit quand même, c'est quand même un projet de cinéma. Et encore une fois, vu la thématique d'être ensemble, c'était dommage d'isoler les gens derrière leur télé. Et c'est un film de cinéma avant tout, quoi. Et après, voilà, c'est allé très vite. Ça a plu à tout le monde. Ça a plu à Yves Marmion. Tout de suite, les gens ont beaucoup aimé. Luc a beaucoup aimé. Voilà. Et voilà. C'est Yves Marmion qui nous a Mhm. présenté. Yves il me connaît depuis 20 ans et il connaît Luc depuis aussi très longtemps, je ne sais pas combien de temps. Et, Un peu moins, mais c'est une question. Non, non, mais, et on s'est retrouvés, c'est ça, et je suis arrivé assez tôt dans le projet. Il y avait encore, c'était un grand synopsis à l'époque qui était basé sur le livre, et on a beaucoup échangé avec Ida, et il y a un truc de vraiment ce côté communautaire et du souvenir. Et il y a un truc, comme vous disiez tout à l'heure, ce côté un peu du temps passé, ça pourrait être votre âge, mais plus ça allait, plus on avançait dans cette histoire. Et il y a un côté de groupe et de souvenirs qui était quand même assez pertinent dans le monde du rock, quoi. Le rock, c'est ouvert à tous. Et c'est en parlant du souvenir, en échangeant, qu'on a en commun qu'on a réussi il a réussi à reformer cette écriture et cette histoire. Et on a réussi à faire évoluer tous ces personnages pour essayer de les faire tous exister. C'est ça qui était aussi compliqué en termes de challenge. En plus de la musique, et on avait besoin de faire vivre cette chorale. exactement, ils sont immortels. Ça a failli être le titre du film d'ailleurs. On Mm. a failli les appeler les immortels, mais ça a été Cœur de Rocker. Et oui, oui, on avait envie de. C'est aussi une envie de dire que les vieux font partie de notre société. On a tendance à les écarter, les mettre sur le côté, à la retraite, mais ils sont tout à fait actifs dans notre société, même économiquement, ils sont Mm. très présents. Donc, c'est un film aussi pour qu'on ramène tout le monde avec nous. Tout le monde est ensemble. Et d'ailleurs, dans ce choc des générations sur le film, ce qui était assez drôle, c'est que on va dire que la chorale, et on avait les techniciens d'un côté et la chorale de l'autre, mais les plus rock, c'était de loin la chorale. Ils étaient intenables, mais ingérables, complètement. On était en pleine période Covid, Ah ouais. c'était eux qui sortaient tout le temps, c'était drôle, c'était les plus rockers de loin du film, c'était eux, mais en permanence, Mais quoi. en même temps, tout le monde se mélangeait vraiment. Oui, Il il y n'y a pas eu avait, tu vois, de. c'était Ouais, c'est vraiment tout le ça. monde C'était. était ensemble, échangeait ensemble. Il y avait Mm, vraiment quelque chose mm, de facile et d'évident, en fait, sur ce film. Depuis mm. l'écriture, avec Julie Manoukian, je Mm, précise, mm. depuis l'écriture jusqu'à la réalisation, même là, le montage, tout le monde est très, très Mm. pris par le film. Une espèce d'évidence. D'abord par le scénario. Voilà, le scénario a plu énormément et je dois dire on n'a quasiment pas eu à convaincre les gens. Ce sont vraiment des premiers choix. Les gens ont dit oui tout de suite.
On les a rencontrés et voilà, ça s'est fait très facilement, très, très facilement. On ne voulait pas de gros casting de Bardieu, etc. On voulait vraiment des gens, déjà des acteurs, des vrais acteurs, qui se fondent dans la masse, que les gens se disent ah mais je la connais, celle-là je l'ai déjà vue quelque part, mais tout de suite après on est dans le film. Et je pense que ça, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi. C'est-à-dire qu'on oublie les acteurs, on voit les personnages avant tout. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et dans le process de casting, on n'a rien fait sur le jeu, ça a été sur les voix. On Oui. leur a juste demandé avant de les choisir, parce qu'il fallait qu'on intègre, on s'est dit que chaque voix devait apporter quelque chose à l'histoire et que ça allait se jouer sur le chant. Et on a décidé donc, au lieu de faire un casting, on n'a aucune scène, rien du tout, on les a rencontrés, pris un café, et juste on leur a demandé de travailler et de venir chanter une chanson en studio. Ce qui nous a permis aussi d'écouter chaque voix et de se dire, voilà, comment on peut intégrer chaque voix dans le film et que chaque voix ait une importance et que chaque voix sur tous les titres puisse raconter quelque chose. Voilà, donc ça s'est fait. Et par exemple, je crois que la première, c'est Anne Benoît. Donc, voilà, ça a été coup un peu magique. Ce qu'on raconte comme anecdote, elle rentre en studio, elle commence à chanter. Et on dit à l'ingénieur du son, on dit non, ok, je veux pas Bowie, je veux Anne Benoît. Il fait, mais c'est Anne Benoît qui chante. On pensait qu'il avait mis on pensait qu'il s'était trompé, qu'il nous envoyait un playback. On lui dit non, mais c'est Anne Benoît. Il fait non, mais c'est elle qui chante. Parce qu'il mettait Bowie et après on l'a fait chanter. Voilà, tout d'un coup au début pour écouter, pour caler la voix en disant voilà le rythme, on te remet juste Bowie dans l'oreille et nous on entendait le direct à chaque fois, mais les acteurs avaient Bowie dans l'oreille pour se caler et on a cru que l'ingénieur du son s'était trompé de touche. Déjà parce qu'elle a, en elle-même, je dirais, elle a quand même une image rock, une image un peu rebelle. Voilà, ce qui, je pense, nourrit le personnage. Donc, ce qui nous permet d'entrer en matière beaucoup plus facilement. Elle est totalement à la ramasse. Elle est Et il y avait un peu aussi, voilà, ce personnage qui arrive un peu en se remettant en question et on trouvait ça drôle. On cherchait, on s'est dit que voilà, ce côté un peu Mathilde, le rebelle qu'elle exprime tout le temps et tout ça. Vas-y, montre-nous ce côté rebelle et vas-y, joue et mets le curseur, voilà, mets-le en chant et mets le curseur, ce côté un peu rock. Toi qui peux faire du stop avec tes musiciens en galère et ainsi de suite. Voilà, on se demandait qui pouvait incarner ça en pouvant y croire, parce qu'on avait peu de temps pour développer ce personnage. Et on s'est dit qu'il fallait sur une chanson et 3 plans, on puisse comprendre en 3 minutes. Voilà. Il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages. Il fallait que ce personnage soit crédible en quelques minutes. D'emblée. C'était en temps de Covid, donc on n'avait pas beaucoup de choix parce qu'on avait peu de temps, on était toujours masqués, on a fait comme on a pu, je crois, mais oui, en effet, Luc a une très grande expérience de plateau. Donc, il était peut-être un peu plus actif, en effet, mais c'était beaucoup d'échanges avant. C'est un film dont on a parlé. Je ne sais pas comment dire. C'était pas un film dont on a découpé. C'était pas un film dans la technique, mais dans l'émotion. Donc, c'est assez curieux, mais on a un peu comme on échange là. On a énormément parlé du film, de souvenirs en commun. On a échangé des souvenirs de nos grands-mères, de nos parents, et échangé des souvenirs. Et tout d'un coup, on a donné des couleurs aux scènes. C'était plus un film de couleurs. Je ne sais pas comment dire. Voilà, on impose telle couleur. Et c'est grâce à ces discussions de souvenirs, il y avait comme une évidence après. Il n'y a pas eu vraiment de règles. Parce que ces souvenirs, c'est comme si on avait un peu mis nos cœurs en commun. Je sais pas, c'est un peu curieux comme en commun. C'était pas un film technique. On s'est dit, il y avait un truc un peu technique, mais on s'est dit, il faut se débarrasser de la technique et justement, il ne faut pas qu'on rentre dans une comédie ni classique de chorale. Et ce qu'on veut toucher, c'est l'émotion. Donc, pour toucher l'émotion, on part sur un film très classique de chorale avec voilà un peu ce qui se déroule régulièrement dans ce genre de film, et pour complètement le transformer. Pour arriver à la scène, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut dévoiler ou pas, mais pour arriver à la scène de l'église, on va dire, et on cherchait de faire monter cette émotion jusqu'à la scène de l'église. Donc, ce principe de couleur, je ne sais pas, de souvenir, on se disait, tiens, on savait entre nous que c'était tel souvenir qu'on cherchait, et voilà, et comment aller le chercher. Je ne sais pas, on n'avait pas moins besoin de se parler après. Non, mais je crois aussi que c'est beaucoup une question de connexion et de préparation et en effet d'accord. En tout cas, on était sur la même longueur d'onde sur ce qu'on voulait raconter. Et ensuite,
comme le scénario plaisait, les gens nous ont fait confiance et les choses se sont mises en place. Et je ne sais même pas si on pourrait l'expliquer, en fait, et exactement logiquement, comment ça s'est fait. Et encore une fois, avec les contraintes du Covid, bah, peut-être que ça nous a aussi un peu Oui, ces aidé à contraintes trouver des idées, à se ces contraintes de débrouiller. Covid, surtout que ça les a donné une envie de se réunir. C'était Ouais. de chanter. Là, par exemple, la chorale n'avait pas chanté, je pense, ensemble depuis 1 an ou 1 an et demi. Donc, Ben ouais. quand ils ont chanté ensemble, il La y avait joie. la joie de se retrouver. Ah oui, d'enlever les masques hein, et puis même d'être dans les bars ensemble, ça c'était assez exceptionnel, Ouais. c'était de retrouver la vie en fait. C'était surtout lié au personnage en fait, parce qu'elle est beaucoup plus dans le souvenir, c'est le seul personnage qui vraiment avait voulu faire ça dans sa jeunesse. Donc c'est le seul personnage en effet qui déborde un petit peu. Voilà, c'était un peu pour représenter, montrer son envie débordante de chanter. Les autres, c'est pour d'autres raisons. Ça fait très, très, très longtemps que je voulais écrire. Réaliser, ça me semblait quelque chose quand même un peu hors de ma portée, mais même si j'avais fait 2 courts-métrages. Mais l'écriture, j'en rêve depuis longtemps. J'ai un peu, j'ai un peu fait pas mal de métiers dans le métier, comme tu sais. Et puis un jour, je me suis lancée, j'ai tout arrêté et je me suis lancée et j'ai commencé par un téléfilm sur TF1 qui a bien marché, qui a beaucoup plu. J'ai beaucoup travaillé sur les scénarios des autres. Hein. J'ai appris pas mal comme ça. Et puis voilà, et puis je suis très attentive à ce que j'ai envie de raconter, donc je garde plein de dossiers. Et puis c'est aussi des rencontres, parce que par exemple, Yves qui a produit le film, je l'ai rencontré il y a très longtemps. C'est des contacts que j'ai gardés depuis très longtemps. Plein de gens qui m'ont encouragée, comme des gens comme Dussolier, Myriam Boyer, des gens comme ça qui me disaient, mais si, lance-toi. Et puis surtout Chéreau, avec lequel j'avais travaillé pendant très longtemps et qui m'avait beaucoup encouragée. Et ça a pris du temps, mais voilà. Alors, moi, c'était un peu une histoire un peu différente. Au début, je n'avais pas forcément du tout une formation de cinéma. J'ai eu la chance de faire partie des derniers appelés pour l'armée ayant oublié de faire mes 3 jours et de fermer un peu la caserne. Et en fermant la caserne, bah, je me suis retrouvé en milieu d'année pour prendre mes études. Et un ami qui était sur un tournage m'a proposé m'a dit, ah, mais on cherche des petites mains. Et de petites mains, bah, je me suis bien entendu. On m'a dit, ah, voilà, on cherche des assistants mise en scène. Et assez jeune, j'ai eu la chance de travailler avec Olivier Assayas. Et on s'est bien entendu. Et très jeune, il m'a proposé de faire premier assistant sur Carlos, qui était un peu une grosse série à l'époque. Donc j'étais jeune premier. Et ça m'a lancé. Et après, bon, voilà, ma carrière, on va dire, d'assistant est partie de là et m'a permis après travailler avec des personnalités totalement différentes, mais et de passer aussi. Alors, j'aimais bien ce côté aussi, je cherchais beaucoup aussi la comédie, ce qui n'est pas forcément mon cœur de métier à la base dans les films sur lesquels je travaillais. Et voilà, après, c'est de rencontres, de saut en saut, de réalisateur en réalisateur. Tout le monde nous dit beaucoup de bien de ce Hum. festival. Moi, je n'y suis jamais allée. Et voilà, j'ai Ouais. hâte. J'ai hâte. En tout cas, pour nous, c'est chouette. C'est la première fois qu'on montrait le film. Je crois qu'il y a eu une projection test Oui, avant. On a dû le montrer aux acteurs et que c'était vraiment on va dire je pense que c'était la deuxième fois que le film a été montré à des gens complètement extérieurs du projet. Donc, effectivement, bah, c'est une petite récompense. On est content. Alors, j'ai été élevé en Afrique, donc et moi, à La Réunion. à La Réunion. Donc, voilà, la francophonie, moi, ça a bercé toute mon enfance en Afrique, dans tous les pays, que mes parents étaient expatriés, donc dans tous les pays où j'ai pu aller. Donc, c'est, euh, ça me permettait, en tout cas, la francophonie me permettait d'évoluer, de changer de pays et de pouvoir encore me faire comprendre et comprendre les autres. Dans toute mon enfance. Donc, pour moi, pour moi, il y a un truc universel dans la langue française, mais voilà, ça m'a permis de communiquer et de rester heureux.
Et moi, ben, ça m'a beaucoup fait rêver parce que quand on vit dans une île à 13 000 kilomètres et qu'on apprend à lire avec des livres où on te parle de la neige et, en hiver et que donc, et des greniers dans les maisons, etc. Je me souviens avoir énormément rêvé parce que je voyageais pas beaucoup non plus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il fallait atteindre quelque part. Voilà. Et est-ce que tu avais prévu d'aller quelques mois à Dunkerque, quand tu allais de La Réunion, passer plusieurs mois à Dunkerque, faire chanter une chorale? Eh bien, figure-toi qu'on y trouve des points communs avec là d'où je viens, parce que c'est cette espèce de chaleur humaine, de proximité des gens de la province en général, ça me rappelle chez moi. Donc, comme dit Luc, oui, c'est universel. Voilà, là, on va dire que la francophonie est universelle. Je trouve que c'est une bonne formule.